Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Voici les titres du journal. À l'université d'Abomey-Calavi, plus de transport de respiration pour les étudiants, les œuvres universitaires. Bien, quelques difficultés pour les étudiants, les raisons de l'absence de ces services sociaux dans ce journal. Célébration des 30 ans d'existence du premier journal des étudiants Le Héros. C'était ce vendredi 15 mars 2019 dans l'amphithéâtre Khoulébé sur le campus d'Abomey-Calavi. Nous reviendrons sur l'ambiance de célébration de cet événement. Et puis match Bénin-Togo du week-end prochain. Quel est le niveau de préparation de l'équipe nationale? Des précisions avec le sélectionneur Michel Doucier dans un instant. Les étudiants du campus d'Abomey-Calavi vont devoir trouver de nouvelles solutions pour se restaurer, se déplacer, pour cause le restaurant et le transport universitaire qui permettent à ces derniers de satisfaire leurs besoins nutritionnels et leurs déplacements sont restés non fonctionnels depuis le début de la rentrée 2018-2019. Aristide Setti et Fiacre Voitan sont allés faire le constat. Reportage. On n'a pas de problème avec notre rectorat, on n'a pas de problème avec la direction des boursiers secours universitaires, mais nous avons un problème avec le centre des œuvres universitaires et sociales. Désolation et cris de cœur font désormais le quotidien des étudiants en quête de savoir au Bénin. Manger et se déplacer sont devenus un chemin de croix pour les étudiants du campus d'Abomey-Calavi. Les restaurants universitaires gardent encore ses portes fermées depuis le début de la rentrée académique 2018-2019 et les bus sont immobilisés dans une grande broussaille. Pour les responsables étudiants, les raisons du blocage des restaurants universitaires sont diverses. En ce qui concerne les restaurants universitaires, il fallait désormais que les tickets soient datés. C'est dire simplement que un étudiant qui paye un ticket aujourd'hui et qui n'arrive pas à manger avec ce ticket, demain, l'étudiant ne pourrait plus se servir de ce ticket. L'autre chose également est que les tickets seront vendus par intendance. Ça voudrait simplement dire qu'un étudiant qui paye un ticket au niveau du restaurant U, et peut-être le fil est trop long et qu'il n'arrive pas à payer là, peut-être qu'il accourt rapidement, il devrait manger tôt, et qui se rend au niveau du resto B, il veut payer avec ce ticket, il ne pourrait manger avec ce ticket, il ne pourrait se servir de ce ticket. Des raisons que le directeur adjoint du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi balaie du revers de la main. La difficulté essentielle, c'est la validation des inscriptions, parce que le COUS AC, donc le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, est censé accompagner les étudiants. Donc si quelqu'un doit bénéficier des œuvres, il faut qu'il justifie de son statut d'étudiant. Il y a des étudiants qui ne valident pas leurs inscriptions jusqu'en octobre, jusqu'en décembre. Du coup, quand la rentrée commence, on a l'habitude d'attendre la validation des inscriptions pour pouvoir démarrer. Ne trouvant pas de solution, le COUS a été obligé de prendre les papiers de l'année antérieure, de se rapprocher du rectorat, de faire un certain nombre de contrôles. Les problèmes sont identiques au niveau du transport estudiantin. En 2018 déjà, la directrice du Centre des universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, la DECOUS, avait déjà sorti une note pour limiter le nombre d'étudiants par bus. Les étudiants n'ont jamais accepté qu'on l'applique. Et puisque c'est venu de cette année, on a tenu des séances à sortie de PV où on s'est entendu pour dire désormais il faut limiter. Ils ont dit qu'on ne peut pas vendre des tickets aux étudiants et refuser qu'ils voient. On dit d'accord. Là, nous allons essayer de limiter le nombre de tickets vendus aux places disponibles et même le faire par ligne et par heure pour être sûr que les bus ne seront pas surchargés. Une fois la réunion terminée, on leur a dit ce n'est pas des décisions irréversibles. Si sur le terrain on constate qu'il y a des difficultés, nous sommes disponibles. Venez à nous, nous allons nous asseoir encore pour chercher des solutions. Ils ne sont pas revenus. Ils sont commencé à bloquer le trafic, à bloquer le personnel dans les bureaux, jusqu'à ce qu'on soit obligé de s'asseoir d'abord au trafic en attendant de mettre en place les nouvelles dispositions et de recommencer. Les étudiants n'ont rien stoppé.
Je tiens à le dire. On ne peut pas mettre sur la table des décisions machiavéliques et demander que les étudiants accompagnent cela. Seul le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, peut mettre fin à cette crise que traverse le Centre des œuvres universitaires et sociales afin de permettre aux étudiants de vivre décemment sur le campus d'Abomey-Calavi. Sortie de la divinité Aglongba à Sotianhoué, Huedo commun, c'était à travers une cérémonie officielle en présence des dignitaires et sages de la localité. Martin Koudenoukou, Damien Pedro pour le compte rendu. C'est par ces incantations, suivies de prières, de libations et immolations de moutons, que la cérémonie officielle de sortie de la divinité dénommée Aglongba s'est déroulée. C'était ce samedi 16 mars 2019 à Sotianhoué, dans le village de Huedakome, en présence des sages et notables du dit village. Sago Kapo Koudenouko Mimoye, Hunogan Wenayon, chef actuel du culte Aglongba, précise ici pourquoi cette cérémonie. Ce sont nos ancêtres qui le faisaient et ils nous ont donné la consigne de perpétuer la tradition qui consiste à faire des sacrifices de moutons chaque année au fétiche. C'est une divinité qui fait du bien. Installé depuis près d'une centaine d'années dans ce village par le nommé Agbadjizo Koudenouko Mimoye, cette divinité Aglongba ne fait que du bien. Ce fétiche, c'est un fétiche qui fait du bien. Si tu n'as pas d'enfant, tu viens là, tu poses tes problèmes, il est là pour te régler ça. Si le fétiche te dérange ou bien le sorcier te dérange chez toi et que tu viens là, par tes problèmes, il va te porter aide. Donc là, par ce fétiche, tous les ans, on fait la sortie de ce fétiche en lui faisant un sacrifice de tuer un mouton. C'est un fétiche que nous adorons beaucoup et il fait des bonnes choses, il aime des bonnes choses. Il n'aime pas les choses mauvaises qui sont dans la vie. C'est un fétiche que nous qualifions beaucoup. Il lutte contre les sorciers. Ce fétiche que vous êtes en train de voir là, c'est un héritier pour la famille de Koudenouko Mimoye. Ce fétiche que vous allez voir, c'est un fétiche donc qui fait du bien. Donc on dit, il y a des gens qui disent fétiche là c'est pour faire du mal, mais ce fétiche là c'est pour faire du bien. Donc il chasse des mauvais esprits. Si tu as besoin d'enfants, quoi que tu as besoin là, si tu viens devant ce fétiche là, donc on trouve ça. L'autre chose extraordinaire que l'on a découvert de cette divinité est sa posture en équilibre sur cette planche. Justin Yedenoukou Denouko nous explique ici ce mystère. Ça va vous paraître extraordinaire, mais c'est quelque chose, disons, spirituel. Hein? Donc, là maintenant, quand on place les bois là, sans attacher, sans clouer, le fétiche posé là-dessus, ça s'assied, ça prend en forme. Sans tomber, sans gêne, ça peut rester là jusqu'à une semaine. Ça peut faire une semaine là. Après les cérémonies, quand on finit le sacrifice là, on fait ça là pour démontrer à la famille que le nécessaire qui nous protège, voilà sa forme, voilà lui-même en personne. C'est pourquoi on le fait sortir. Cette cérémonie est une occasion pour le chef actuel du culte Aglongba de prier pour la nation afin de souhaiter la paix au peuple béninois en cette veille des élections législatives. Rappelons que cette divinité Aglongba se trouve à Sotianhoué dans le village Huedakome dans l'arrondissement de Veki, commune de Soava. La plateforme de la société civile, la plateforme électorale bien entendu de la société civile, a été reçue en audience par le président de la Cour constitutionnelle. L'organisation à bonne date des élections législatives d'avril 2019 au Bénin était au menu des discussions et qui ont duré 1 heure environ. On écoute pour plus de détails Fatoumata Batoko Sossou au micro Eden Télévision.
rencontré le président de la Cour constitutionnelle pour partager avec lui les inquiétudes de la plateforme par rapport aux élections. Parce que nous avons voulu voir les dispositions prises par la Cour constitutionnelle pour que les élections soient inclusives et nous rassurer de ce qu'elles vont se dérouler à bonne date, comme tout le monde le dit un peu partout, et voir les dispositions que la Cour constitutionnelle prend afin que la tension soit apaisée. Comme vous le savez, la plateforme électorale, elle aussi, elle poursuit un objectif, c'est d'avoir des élections libres et transparentes, c'est de faire en sorte que aussi, par rapport à ces élections-là, qu'elles se fassent dans une atmosphère pacifique. Et donc, mes collègues et moi sont venus ce matin partager, comme je le disais tantôt, avec le président de la Cour suprême nos inquiétudes. Ce que nous avons appris, ce que nous avons entendu nous permet de raffiner notre stratégie, de raffiner aussi nos sensibilisations vis-à-vis de nos compatriotes. Le premier journal des étudiants a soufflé 30 bougies. La cérémonie officielle s'est déroulée dans l'amphithéâtre Houdébé sur le campus d'Abomey-Calavi ce vendredi 15 mars 2019. Cette cérémonie a réuni les pères fondateurs, anciens et nouveaux membres de l'institution spécialisée. Reportage. Ils sont nombreux à honorer le rendez-vous du 30e anniversaire du premier journal des étudiants du Bénin. Vendredi 15 mars 2019, la famille Le Héros, réunie au complet avec des membres des différentes promotions, a procédé au lancement des festivités dans l'enceinte de l'amphithéâtre Houdébé de l'université d'Abomey-Calavi. Un moment de retrouvailles que l'actuel directeur de publication, Oslo Wanou, qualifie de grand et souligne que la flamme de Le Héros ne s'éteindra point. Le Héros grandissait, et ceci sans aucun doute, mais ne vieillit pas et ne ressent pas non plus le poids des ans. La preuve, c'est cette nouvelle promotion de jeunes aspirants au noble métier de journalisme que nous accueillons aujourd'hui, aptes à relever les défis d'une presse en quête de liberté, d'un journalisme fignolé et de la sauvegarde d'une démocratie désirée. Elle se présente ambitieuse de vous emboîter les pas, chers aînés, accompagné de personnalités aussi nobles que Mayanine. Landry Zinsou, père fondateur du journal Le Héros, se dit satisfait du travail abattu par toutes les promotions. Il revient ici sur les circonstances dans lesquelles le journal Le Héros a vu le jour. Le journal Le Héros est né dans un contexte particulier qui était un contexte de crise nationale, un contexte de régime autoritaire, toute chose qui, en principe, devrait décourager ce genre d'initiative. Mais il a fallu des gens de la trempe de cette jeunesse consciente et insouciante parce qu'elle avait un engagement à prendre et n'a pas failli. Les parrains de cet événement et de la nouvelle promotion n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et d'inviter la jeune génération au travail bien fait. On m'a dit, tu fais partie du journal Le Héros. J'ai trouvé ça tellement banal. Mais comment on peut intégrer un organe aussi prestigieux comme Le Héros, qui veut savoir la vérité? Si je suis venu au Héros, c'est d'abord par instinct de survie, mais parce que j'aimais aussi la plume. Mais je disais qu'il faut corriger quelque chose. Il faut faire en sorte que l'adhésion au journal Le Héros soit un instant de solennité parce que le journal est tellement grand. Je suis émue et je remercie très sincèrement les responsables du journal Le Héros qui ont pensé à la petite personne que je suis et voulu que je sois la marraine de cette édition. Je suis reconnaissante et que le ciel vous bénisse. Au cours de la cérémonie de ces 30 bougies, la nouvelle promotion du dit journal a pris l'engagement de servir l'institution jusqu'au sacrifice suprême. Je m'engage à servir la collectivité
Des remises de cadeaux aux parrains par la nouvelle promotion et des dons au journal par les anciens ont mis un terme à cette cérémonie. Le palais des sports du stade général Mathieu Kirikou de Cotonou a abrité ce week-end le lancement de la saison sportive de la Fédération béninoise de taekwondo, une cérémonie qui a connu la participation des grands maîtres Pierre Ogoudjobi et Siaka Kolibali, Laurent Roland Tonikes, Romaric Devoshi pour le reportage. La saison sportive 2019 de la Fédération béninoise de taekwondo a été lancée ce samedi 16 mars 2019 au Palais des Sports du Stade Général Mathieu Kirikou de Cotonou en présence de Bonaventure Kofi Kodia, directeur des sports d'élite, représentant du ministre Oswald Omeki et des grands maîtres Pierre Ogoudjobi du Bénin et Siaka Kolibali de la Côte d'Ivoire. Premier temps fort de la cérémonie, la remise du fanion de la Fédération au directeur technique national qui a pris des engagements. Le fanion de la Fédération béninoise de taekwondo. Je viens de mettre à la disposition de la direction technique nationale tous les pratiquants. J'attends de vous une mission bien remplie et j'attends des résultats à l'issue de cette année, monsieur le directeur technique national. Nous nous mettrons à la tâche afin que cette année soit une année de grand succès, de réussite sur tous les plans. Beaucoup de podiums sur le plan national et surtout ce que nous attendons des pratiquants sur le plan international. Nous avons pas mal d'activités en vue et nous nous engageons résolument à faire ce qui est de notre ressort. Le président de la Fédération béninoise de taekwondo, Victorien Koublenou, prenant la parole, a remercié le gouvernement, notamment le ministre des Sports Oswald Omeki, pour l'attention accordée aux disciplines sportives en général et au taekwondo en particulier pour la consistance des subventions. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de taekwondo égrène un ensemble d'actions devant concourir à des résultats. Le lancement de la saison sportive renvoie tous les pratiquants, notamment les encadreurs et les formateurs, à leur mission, une mission de résultat. De même, cette cérémonie nous permet d'offrir un cadre d'expression et de visibilité à des partenaires que nous attendons impatiemment. La cérémonie a été également marquée par la remise de matériel à la fédération par le Comité national olympique et sportif du Bénin, mais également des démonstrations par les grands maîtres Pierre Ogoudjobi et Siaka Kolibali. Le sélectionneur national des écureuils Michel Doucier était face à la presse. Il a abordé la préparation du match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Une occasion pour lui d'inviter le peuple béninois à soutenir les écureuils. Laurent Roland Tonikes, Damien Pedro. Je pense que tous les joueurs sont conscients de l'enjeu. Ils sont tous responsables. Ils sont tous motivés aussi pour ce billet qualificatif à la CAN. Certains d'entre eux sont passés prêts. Malheureusement, après le match de Bamako, ça a été une souffrance pour eux, pour tout le monde. Et puis ceux qui n'y ont pas participé, ils ont très envie aussi de découvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Donc tout le groupe est motivé depuis le début de cette campagne. Je sais que j'ai des joueurs qui sont prêts. Aujourd'hui, on a cette finale à disputer. On est sur ce match coup près et voilà, l'aspect mental va beaucoup compter et je sais que les joueurs ont faim. Il y a chez moi beaucoup de détermination. Je suis venu au Bénin pour relever un challenge, je suis de la qualification. Aujourd'hui, on est à une étape où c'est un match coup près, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on prépare ce match avec le plus grand soin. Et tout ce qu'on souhaite, c'est de faire un grand match
et d'obtenir notre qualification. Maintenant, quant à moi, je suis serein et déterminé. C'est un match coup près, c'est un match qui va être, où il va y avoir beaucoup de pression en raison de l'enjeu qu'il y a derrière. Nous avons la chance de jouer ce dernier match à la maison, à Cotonou, et avec notre public. Je pense que tous les gens qui sont au stade, comme ils l'ont fait contre l'Algérie, peuvent nous aider à sublimer notre équipe. Ce sera la difficulté sur ce genre de match, c'est d'arriver à le jouer, et que les joueurs ne soient pas inhibés par la pression, par l'enjeu, mais qu'on joue et qu'on arrive à s'exprimer pleinement. Si on arrive à s'exprimer pleinement, je pense qu'on a les moyens de rivaliser avec cette équipe du Togo. Maintenant, l'apport du public est important parce qu'il permet à des moments aux joueurs de se sublimer. Quand vous sentez derrière vous le soutien de tout un stade, les joueurs, on sent plus ses jambes, on sent plus son cœur. Chacun se livre à fond. Et on aura besoin de toute cette énergie aussi pour ce match-là. Donc, moi j'attends du public béninois qui nous aide, évidemment, qui nous soutienne, qui ait confiance dans son équipe. Parce qu'on a les moyens de bien faire, on a les moyens de donner de la joie aussi, et on est tous conscients de ça, de répondre aux attentes de tous les Béninois. Mais voilà, qui nous aide, qui soit positif. Tout au long du match, un match, c'est jamais, on domine jamais tout le temps notre sujet, il y a des temps forts, il y a des temps faibles, et que dans les temps faibles, ils soient là pour nous pousser, pour nous encourager, comme il y a eu cette réaction magnifique quand en fin de match, on était réduit à 10 contre l'Algérie, et qu'ils ont aussi porté l'équipe, Donc, voilà, chacun... C'est le message que je peux adresser, en tout cas, au public sportif béninois, ceux qui seront dans l'enceinte du stade, et puis ceux qui sont à l'extérieur, de nous aider, d'apporter leur soutien. Info sur le continent, des manifestants algériens chantent l'hymne national du pays et scandent démission lors d'un rassemblement de masse face du 1er novembre, place du 1er novembre 1954 contre la prolongation sine die de son mandat par le président Abdelaziz Bouteflika au-delà du thème prévu. Il s'agit du 4e vendredi consécutif de contestation massive contre le chef de l'État algérien qui a annoncé lundi le report de l'élection présidentielle prévue le 18 avril. Le nombre exact de manifestants est difficile à établir. Ni les autorités ni les protestataires ne communiquent de chiffres. La mobilisation semble similaire à celle du vendredi précédent, jugée exceptionnelle par les médias et analystes algériens. Lille, maintenant, en France, des milliers de jeunes, selon la préfecture du Nord, ont fait une manifestation pour réclamer davantage l'action contre le réchauffement climatique. Reportage. Des milliers de jeunes, 6200 selon la préfecture du Nord, ont manifesté vendredi après-midi à Lille pour réclamer davantage d'action contre le réchauffement climatique. Partis de la Grande Place, collégiens, lycéens et étudiants, mais également parents venus avec leurs enfants, ont défilé dans le centre-ville pendant près de 2 heures. SOS, des terriens en détresse. Au secours. Quand c'est fondu, c'est foutu. Nos yeux sont ouverts. Aux arbres, citoyens, pouvait-on lire sur les dizaines de pancartes exhibées dans le cortège. Je suis prof, je suis là en premier lieu pour mes enfants, je suis là en tant que maman, parce que voilà, je les soutiens dans ce mouvement, je trouve ça très beau, d'ailleurs cette manif avec tous ces jeunes là. Puis je suis là en tant que prof parce que c'est notre boulot d'éducateur et c'est notre boulot d'enseignant d'être derrière les jeunes qui éveillent leur conscience politique et qui sont là pour leur avenir, qui défendent leurs droits. Plusieurs jeunes ont également fait part de leur inquiétude sur les conséquences concrètes du réchauffement climatique. La semaine pendant les vacances, c'était très choquant. Sur le moment, on se dit que c'est génial, qu'il fasse beau. Mais quand on prend un peu de recul, c'est terrible qu'il fasse plus de 20 degrés C en février. A ainsi souligné Sophie, 18 ans, étudiante à Sciences Po, Lille. On n'est pas une minorité, on est là pour que les choses changent, en réduisant notre consommation d'eau, en luttant contre les déchets, a affirmé Adèle. Clairement,
pour faire comprendre qu'on n'est pas une minorité à vouloir que les choses changent et que certes c'est avec des actions individuelles, c'est en réduisant notre consommation d'eau, en faisant des efforts pour lutter contre les déchets, mais si le gouvernement ne fait rien, ne prend aucune décision concernant la transition écologique et même toutes les autres choses qui vont derrière, on ne peut pas réussir à lutter contre le réchauffement et c'est un combat qui nous concerne tous, donc c'est inadmissible que rien ne soit fait. Pour demander au gouvernement d'agir déjà, tout simplement, et montrer aussi que la jeunesse elle est prête à se mobiliser, peut-être à changer ses habitudes aussi et que c'est pas juste des... Il y a de plus en plus de prise de conscience au sein de notre génération, même si ça dépend encore des milieux sociaux, a confié Camille, 15 ans, en seconde, à Villeneuve. Citons l'exemple des éco-délégués, ambassadeurs des démarches éco-citoyennes amorcées par les établissements scolaires. Mais si le gouvernement ne prend aucune décision concernant la transition écologique, on ne peut pas réussir à lutter contre le réchauffement. C'est un combat qui nous concerne tous. Des jeunes mobilisés en faveur du climat. Voilà donc sur ces images, nous allons boucler cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.